bienvenue, c'est le Culture Mag. Dans ce journal, suite des graffitis antisémites sur la sculpture d'Anish Kapoor avec la réaction de Kamel Mennour. Le célèbre galeriste parisien et son artiste Anish Kapoor devaient être reçus mardi par François Hollande. Son œuvre taguée antisémite reste-t-elle une œuvre? Nous lui poserons la question. Au sommaire également la sortie en Israël du premier film de Nathalie Portman, une histoire d'amour et de ténèbres. L'occasion pour l'équipe de faire une grande soirée avec le banc et l'arrière-banc. On est bien content pour eux, mais on se posera la question, au fait, ce film, il est quoi? Israélien ou américain? Et puis nous reviendrons sur cette image virale du petit Aylan, image terrible d'enfant qui percute l'actualité. Il y en a eu d'autres. Que se passe-t-il une fois l'émotion tombée? C'est ce que l'on verra en images. Voilà pour le sommaire. Est-ce qu'une œuvre taguée, surtout si elle est taguée avec des inscriptions antisémites, est-ce qu'elle reste une œuvre? C'est la question qu'on veut poser maintenant à Kamel Mennour, le célèbre galeriste Kamel Mennour, qui est avec nous. Allô, Kamel, bonjour. Bonjour, je suis avec vous. C'est très bien. Kamel, qu'est-ce que vous pensez du fait que Anish Kapoor ait décidé de laisser les caractères antisémites sur son œuvre, Dirty Corner? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on est sous le choc, on est consterné, on est atterré. N'oublions pas que c'est la deuxième dégradation. Là, on monte d'un cran. Là, il y a une connotation sur l'origine de l'artiste. L'artiste, quand on lui a annoncé dimanche, en fin de matinée, on était tous troublés et terriblement choqués. On a eu beaucoup de mal à envisager, parce que j'ai reçu, de part des gardiens, des photographies. Et il a fallu que je vienne sur place dans l'heure qui suivait, avec la ministre de la Culture et la présidente du Château de Versailles, pour se rendre à l'évidence. Catastrophique, on est complètement, en nous remémorant des faits, on n'a pas besoin de les citer, qui remontent à l'histoire, à notre histoire. On pensait que c'était fini, et malheureusement ça continue. C'était les cimetières aujourd'hui, c'était les cimetières hier, pardon. C'est aujourd'hui l'art qui devient une sorte de réceptacle, une caisse de résonance. Tout à fait. Alors, il faut préciser à nos téléspectateurs, que vous, Kamel Mennour, vous êtes le représentant en France de Anish Kapoor. Vous parliez de son identité. Il est juif, Anish Kapoor? De sa mère. Sa mère est juive irakienne. Il est hindouiste indien de son père. Donc, finalement, c'est une sorte de citoyen du monde. Il vit à Londres, un artiste internationalement connu, reconnu, présent dans tous les plus grands musées au monde. C'est-à-dire que là, c'est une bombe à réaction, ces inscriptions sans nom. C'est complètement... c'est catastrophique pour l'image de l'art, mais aussi, je vous dirais, de notre société. Notre société est malade. On donne une image catastrophique au monde. Aujourd'hui, je reçois des mails d'amis aux États-Unis, en Asie, qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Je suis profondément choqué. Et en même temps, on est en train de mettre en place une politique d'accueil des migrants. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Il était à la Biennale de Lyon. Est-ce que vous lui avez parlé? Comment il a réagi? Il a donné une interview au Figaro, mais en disant qu'il voulait laisser les œuvres. Mais comment il a réagi si vous l'avez eu au téléphone? On l'a eu plusieurs fois et on le reçoit tout à l'heure en fin de matinée pour qu'il aille de lui-même vérifier ces inscriptions complètement... J'ai même pas le qualificatif pour marquer mon intervention. Je suis complètement choqué encore après une journée et demie, puisqu'elle reste. Et finalement, c'est un signe, un témoignage, le reflet, je vous disais, c'est le miroir grossissant de cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui, cette fracture dans notre société. Notre société est malade. Le président de la République le reçoit ce soir. J'irai donc avec lui à 19h pour que nous puissions évoquer ce grave problème avec le président et l'artiste Anish Kapoor. C'est sa décision. Nous sommes en train de voir avec les services juridiques de notre République, est-ce qu'on peut conserver des déclarations aussi terribles aux yeux de tout le monde? Maintenant, ça dépasse l'œuvre d'art, ça devient le témoignage des actes de notre société. Oui, parce que des œuvres détruites par des extrémistes, on en a vu. La décision quand même d'Anish Kapoor de laisser son Dirty Corner tagué avec ses inscriptions antisémites, ça pose donc un problème juridique. Vous pensez que l'issue va aller vers quoi? Parce que c'est aussi une offense. Les associations pourraient aussi se plaindre d'une certaine façon. J'entends et je pourrais entendre, hein, mais je pense que c'est un très grand artiste. Il est le témoin de notre temps. Je vous dirais que dans ma galerie, j'ai un autre grand artiste
qui a subi ce même type d'attaque. Daniel Buren, quand il a installé les colonnes de Buren, il y avait ces palissades où il y avait déjà, donc il y a 25 ans de ça, des inscriptions à connotation antisémite. Daniel Buren a considéré qu'il se devait, pour être le témoignage déjà de ce qui se passait à l'époque. Donc je pense que cet artiste qui a eu en fait cette réflexion, qui a dû réfléchir à la portée de sa position, je pense qu'il est en fait le porte-parole de tous ceux qui peuvent aujourd'hui être victimes de ces propos antisémites. Et je pense que aujourd'hui, la société doit débattre de ça. Si aujourd'hui le président de la République reçoit Anish Kapoor, c'est pas pour rien. Est-ce que vous avez eu des informations du château de Versailles? Ils ont dit qu'ils allaient mettre en place une enquête pour essayer de voir comment ce Dirty Corner a été tagué la semaine dernière en France, à Paris, enfin à Versailles, pardon. Le château de Versailles, c'est certainement l'un, ou sinon le lieu le plus visité en France, avec la Tour Eiffel certainement. C'est 10 millions de visiteurs, c'est 800 hectares. Il y avait déjà une surveillance accrue suite à ce qui s'est passé au mois de juin. Maintenant, effectivement, on a affaire à un commando. Il n'y a pas eu qu'une inscription sur un rocher. Là, il y a une quinzaine d'inscriptions. C'est des gens qui ne sont pas... qui sont culturellement très, très affirmés. Il y a des références à des textes bibliques, il y a des évocations de la Kabbale, des synagogues de Satan. Donc, c'est très, très structuré intellectuellement. Donc, en fait, c'est des gens qui ont préparé leur coup. Donc, maintenant, les enquêtes, la police française est en train de travailler pour les attraper. Et j'espère vivement, et il ne faut pas oublier qu'il y a un arsenal juridique, c'est 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Merci beaucoup, Kamel Menour, de vous avoir accordé un peu de votre temps et merci pour votre soutien indéfectible à l'art. Merci. Merci, merci. Et merci à Sandy Fortis pour avoir aidé à enregistrer cette interview avant le journal. Direction Israël maintenant. La jolie Nathalie Portman y présente son dernier film. Le Culture Mag était à la soirée de lancement avec une question. Au fait, ce film, il a quelle nationalité ? Nathalie Portman a présenté au public israélien une histoire d'amour et de ténèbres, le premier film qu'elle a réalisé. Pour sa première au Cinema City de Jérusalem, Nathalie Portman avait convié l'ancien président Shimon Peres et le maire de la ville, Nir Barkat. C'est une première étape réussie pour la jeune réalisatrice. C'est un très joli film, j'ai beaucoup aimé. Ce film exprime vraiment bien ce qu'a écrit Amos Oz dans son livre. J'ai vraiment adoré le rôle de Nathalie Portman. Elle est sublime, très joli film. Fustigée par la critique lors du festival de Cannes, l'actrice américano-israélienne n'en est pourtant pas à son coup d'essai. Elle avait réalisé New York I Love You aux côtés d'Ivan Attal. Applaudie pour ses performances dans Star Wars, V pour Vendetta et Black Swan, la titulaire d'un Oscar de meilleure performance d'actrice s'attaque cette fois-ci à un monstre sacré de la littérature israélienne. Une histoire d'amour et de ténèbres est l'adaptation du chef-d'œuvre éponyme de l'écrivain Amos Oz. Ce livre est vraiment épique, il contient plusieurs centaines d'histoires. C'était impossible pour un film de saisir les subtilités de ce livre. Adapter le best-seller autobiographique n'est pas le seul défi que Nathalie Portman s'est fixé. Ambitieuse, l'actrice, réalisatrice et scénariste décide aussi de se mettre en scène et elle n'a pas choisi l'anglais, mais l'hébreu. Langue biblique, la musicalité de l'hébreu rythme le film. Entre la fin de la Shoah et l'indépendance d'Israël, Nathalie Portman raconte Jérusalem. C'est un film jérusalemite. Une histoire d'amour et de ténèbres se déroule à Jérusalem, parle de Jérusalem et est réalisé par une Jérusalemite. Ce film porte la marque de la ville sainte. Je pense que les spectateurs comprendront l'histoire des habitants de Jérusalem. Je suis très fier de ce film. Pourtant, ce film est surtout le récit d'un fils qui voit sa mère sombrer dans la mélancolie, déprimé face à la vacuité de la vie et dépérir. Mêlant la grande et la petite histoire, le film décrit la genèse d'Israël, animé par le départ des Britanniques,
la déclaration du 14 mai 1948 et la guerre d'indépendance. Le Gotha israélien a assisté à l'avant-première, notamment l'ancien président de l'État juif, Shimon Peres. Je veux remercier Nathalie du fond de mon cœur. Ce film n'était pas un effort professionnel pour elle, mais une mission personnelle qui consistait à revenir vers la beauté de Jérusalem et la beauté de l'hébreu. Cependant, une histoire d'amour et de ténèbres n'apparaît pas dans la liste des films en compétition aux Ophir, les Oscars israéliens. Plusieurs explications, il n'a pas été sélectionné, pas été retenu comme un film israélien ou a choisi de concourir à l'international. De facto, la première réalisation de Nathalie Portman risque de ne pas représenter Israël aux Oscars. Avant le festival de Toronto, Israël est le premier pays à montrer une histoire d'amour et de ténèbres. Universel et israélien, l'identité du film est en fait aussi cosmopolite que sa réalisatrice. C'est un reportage de Solal Azeroual. Tout de suite, le highlight. Développé en 2010, le premier musée consacré à la calligraphie vient d'ouvrir ses portes à Alexandrie, deuxième ville d'Égypte. Avec un total de 1500 pièces, l'exposition au design alliant motifs islamiques et modernité a été inaugurée par le ministre de la Culture, Abdelwahed El Nabawi. Le nouveau musée rassemble une des plus belles et plus grandes collections de manuscrits modernes et anciens. Parmi eux, le Koufik, un style de calligraphie arabe développé en Irak. Le nouveau site souhaite montrer l'esthétique de la calligraphie arabe pratiquée depuis plus de 15 siècles. Moyen privilégié pour la préservation du Coran, la calligraphie est rapidement devenue une forme majeure d'expression artistique dans les cultures islamiques et arabes. On va terminer le journal avec un retour sur image, celle d'Aylan. Qu'est-ce qui a déclenché ce sursaut humanitaire? Qu'avait-elle cette photo pour ébranler le monde? Il s'en dégageait quelque chose d'atrocement paisible. Souvenez-vous, un petit pantalon bleu, un polo rouge, une grosse tête posée sur les vagues. Ce n'est pas la première fois, hélas, qu'un enfant touche à ce point l'opinion. Sandy Fortis a enquêté. Violente, choquante, cette photo du petit Aylan gisant sur la plage a fait le tour du monde. Elle fera peut-être bouger les choses, elle a déjà déclenché un élan de mobilisation auprès de la population et pour sûr, elle restera dans les mémoires, tout comme d'autres clichés d'enfants qui ont marqué l'histoire. Victimes innocentes de conflits ou de catastrophes, ils sont devenus des symboles, parfois sans même le savoir. C'est le cas de Sharbat Goula. La jeune Afghane de 13 ans avait été photographiée par Steve McCurry pour l'Associated Press en 1985. Le portrait de cette orpheline, réfugiée dans un camp pakistanais, avait fait la une du National Geographic. 18 ans plus tard, le photographe l'avait retrouvée, mariée et mère de famille. Elle ignorait que son visage avait fait le tour du monde. La même année, une autre jeune fille a ému le monde entier. Elle aussi n'a que 13 ans, elle est colombienne et a été prise au piège par une coulée de boue suite à l'éruption du volcan Nevado del Ruiz. Après 3 jours et 3 nuits d'agonie, la petite Omaira Sanchez s'éteindra devant sauveteurs et journalistes impuissants. En immortalisant son regard, le photographe Franck Fournier remportera le prix World Press Photo en 1986, mais engendra une polémique, certains le taxant de voyeurisme. Intitulée « La Soudanaise et le vautour », cette photo a elle aussi valu un prix et des critiques à son photographe. En avril 1994, Kevin Carter reçoit le Pulitzer pour ce cliché pris un an auparavant. Une fillette qui semble à bout de force, quelques centimètres derrière, un vautour semble attendre patiemment sa mort. Une image illustrant la famine qui a marqué les esprits et hanté Kevin Carter. Perturbé par ce souvenir et des problèmes personnels, le photographe se donna la mort quelques mois après avoir été récompensé. Ce sont souvent les photos les plus difficiles à voir qui restent dans les mémoires. Plus de 40 ans après, qui a pu oublier ce cliché de la petite Kim Phuc? En 1972, en pleine guerre du Vietnam, elle avait tout juste 9 ans. Son village avait été bombardé par erreur par l'armée sud-vietnamienne. 4 bombes de napalm avaient explosé sur ses habitants. Ses vêtements brûlés, elle s'en était débarrassée. Après avoir saisi l'instant tragique, le photographe Nick Hutt s'était empressé de lui porter secours. La photo qui a décroché le Pulitzer deviendra un symbole pour les opposants à la guerre du Vietnam et pour les pacifistes du monde entier.
Autre enfant, autre symbole, ce petit garçon du ghetto de Varsovie, apeuré, bras levés, tenu en joue par les nazis, un cliché qui lui aussi a fait le tour du monde. Prise en 1943 par un SS, elle n'est pourtant connue du grand public que bien plus tard. Ce n'est que dans les années 70 et 80 qu'elle devient l'une des images les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Les images sont parfois bien plus fortes que les mots, c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'enfants. Ces photos choquent et sont souvent source de polémiques. Alors, photojournalisme, voyeurisme ou besoin de montrer l'atroce réalité pour faire bouger les choses? Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci, on va se retrouver demain à la même heure, juste après. C'est l'info qui continue sur i24 News. Merci de votre fidélité.